Danielle Linard, bonjour. Vous êtes sociologue du travail, directrice de recherche émérite au CNRS, au laboratoire CRESPA de l'Université Paris X. Vous publiez aux éditions RS La comédie humaine du travail, de la déshumanisation taylorienne à la surhumanisation managériale. Dans cet essai, vous soutenez la thèse d'un taylorisme bien vivace dans nos entreprises contemporaines. Qu'est-ce qui rapproche Taylor, le père de l'organisation scientifique du travail, l'une des organisations les plus aliénantes qui a fait des ouvriers un rouage passif, des managers modernes? Alors, je dirais que malgré les contrastes très apparents, avec d'un côté, sous le taylorisme, une déshumanisation systématique des travailleurs et actuellement, sous couvert de modernisation managériale, une surhumanisation, une psychologisation des relations de travail, malgré ces aspects complètement contradictoires, il y a une même orientation qui consiste à nier totalement ce qui est la seule ressource des salariés, des travailleurs, de manière à pouvoir les dominer, c'est-à-dire leur métier, leur expérience, leur professionnalité. Taylor a été un des premiers, il était d'ailleurs consultant à l'époque, à dire que si le patronat voulait pouvoir augmenter la productivité et tirer des bénéfices de l'organisation du travail, il fallait absolument pouvoir dominer, contrôler les travailleurs de telle sorte à les obliger à travailler selon les critères les plus rentables, les plus efficaces, et non pas selon leurs règles de métier, leur sens de la professionnalité, leur volonté de ménager aussi leur avenir en ne se fatiguant pas trop. Donc Taylor a bien compris que l'enjeu était une dépossession totale des ouvriers de ce qui était vraiment leur unique atout, à savoir leur métier. Et donc, ce qu'on a retenu de Taylor à juste titre, c'est qu'il a décomposé les métiers, soi-disant à l'aide de la science, en tâches élémentaires auxquelles il a affecté les ouvriers, en leur donnant des consignes opératoires, des modes opératoires extrêmement détaillés, avec des délais alloués, de telle sorte à ce qu'ils ne puissent pas s'impliquer ou marquer de leur empreinte professionnelle le travail, mais qu'ils soient totalement pris en charge par l'organisation même du travail qui décidait pour eux. Ça a été la grande innovation. On a retenu de Taylor surtout la parcellisation, le travail en miettes, mais je crois que ce qui caractérisait fondamentalement la logique taylorienne et qui explique son succès historique et planétaire, c'est qu'il a inscrit la domination dans la définition même des tâches. C'est-à-dire que les ouvriers n'avaient pas d'autre choix que de se conformer à l'organisation voulue ou de quitter l'entreprise. Bon. Et ça a été perçu à l'époque comme une attaque, effectivement, qui avait tendance à transformer, à déshumaniser l'organisation du travail. Et on se souvient de les temps modernes de Charlot qui montraient l'ouvrier pris en charge parce qu'il après les chaînes de montage qui ont été mises en place par Ford dans la foulée taylorienne, et les chaînes de montage consistaient à obliger les travailleurs à travailler selon un rythme mécanique. Mais sinon, c'est la même logique de robotisation et donc de dépossession totalement des ouvriers. Alors, à l'heure actuelle, ce qu'on voit, c'est l'inverse au point de vue des stratégies mises en évidence, c'est-à-dire une surhumanisation. Ce que le management entend mobiliser, c'est la subjectivité des salariés qui sont le grand capital d'intelligence des entreprises. Il s'agit de mobiliser leurs émotions, leurs affects, leurs compétences cognitives, leur savoir d'adaptation, etc. Et on encense les qualités spécifiquement humaines des salariés. Et on ne voit que des hommes et des femmes. Et là aussi, on ne veut pas voir des professionnels. On ne veut pas voir des gens de métier, des gens qui ont de l'expérience et qui voudraient pouvoir apporter leur contribution sur la définition de leur travail, qui voudraient pouvoir s'adonner à un travail de qualité, à un travail qui a une finalité sociale à laquelle ils adhèrent. Eh bien, c'est cela aussi qui est remis en question, parce que le management moderne, dans le cadre d'un capitalisme financier, a besoin aussi de pouvoir imposer aux salariés les critères, les méthodes de travail, les pratiques qui sont le plus adaptées aux exigences de profitabilité à très court terme. Sommes-nous tous des charlots des temps modernes, finalement? Faut-il se méfier de son employeur quand il vous propose des services de conciergerie pour vous faire gagner du temps ou un voyage à l'autre bout du monde pour entretenir la motivation des équipes? Je crois qu'il faut s'en méfier parce que tout le changement
apparents, ceux sur lesquels le management moderne fonde toute son idéologie, tout son discours, c'est ce qui est autour, à la périphérie du travail. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de volonté des directions des ressources humaines à proposer aux salariés de prendre en charge leur vie quotidienne, leur vie intime, leur vie privée, de telle sorte à ce qu'ils puissent arriver au travail délestés de tous les problèmes de la vie quotidienne et s'adonner totalement. Alors, s'adonner à quoi? À un travail tel qu'il est compris, conçu, voulu par le management, c'est-à-dire orchestré par des critères, comme j'évoquais tout à l'heure, de rentabilité à très court terme, indépendamment des besoins et des finalités sociales. Donc, il faut s'en méfier parce que il y a une sorte de dépossession, là, non pas simplement du métier, comme on le verra tout à l'heure, mais aussi de la vie privée. Ce que propose en gros le management, c'est de veiller au bonheur. Ils le disent dans les clubs RH, dans les rencontres, ils veulent s'occuper du bien-être et du bonheur, donc de la vie privée des salariés. De la même façon que le management va s'occuper de l'organisation du travail à sa façon, en niant, une fois de plus, la véritable professionnalité, le sens du métier qu'ont les salariés et qui veulent mettre en œuvre dans le cadre de leur activité. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que la façon dont le management veut passer en force, c'est-à-dire imposer les méthodes standards, les procédures, les bonnes pratiques, qui visent une qualité très relative du travail et de ce qui est produit, consiste à passer par une sorte de déstabilisation des salariés. C'est-à-dire que il ne faut pas que les salariés se sentent trop à l'aise, il ne faut pas qu'ils aient le sentiment de contrôler, de dominer leur métier. Et donc, il faut, par la pratique systématique du changement, les déstabiliser de telle sorte à ce qu'ils soient en situation de désapprentissage et réapprentissage systématique. Et dans le cadre de ce malaise professionnel, obligés de se raccrocher aux méthodes standards, aux procédures, aux critères voulus par les directions, comme à des bouées de sauvetage. Et c'est bien à cause de cette précarisation subjective, ce changement permanent, cette dépossession de l'expérience dont souffrent les salariés, c'est bien de ça par là qu'on peut expliquer le mal-être au travail, le développement des risques psychosociaux, ce qu'on appelle les risques psychosociaux, et puis malheureusement la montée en puissance des suicides au travail. C'est-à-dire qu'il y a un véritable mal-être parce qu'il y a une dépossession pour les salariés de leur professionnalité et du coup du sens du travail. Alors ils sont non seulement enrégimentés dans le cadre de leur travail, mais qui plus est, ils sont enrégimentés dans le cadre de leur vie privée, dans le cadre de relations qui deviennent de plus en plus psychologiques et par lesquelles on essaie de les stimuler par un besoin éperdu, en suscitant un besoin éperdu de reconnaissance. Et du coup, ça devient dramatique lorsque cette reconnaissance ne vient pas ou ne vient plus. Il y a un effondrement auquel, malheureusement, quand on est sociologue, on assiste. Quand on fait des interviews, on voit des gens qui sont véritablement proches de l'effondrement parce que ils ont été mis en situation d'insécurité alors que on faisait naître en eux le besoin véritablement éperdu de reconnaissance, de valorisation, dans des situations qui sont très individualisées. C'est-à-dire qu'il y a une perte de collectif et donc la relation au travail des individus est presque de l'ordre du narcissisme. C'est-à-dire qu'on a besoin de se prouver à soi-même, comme on a besoin de prouver aux autres qu'on est le meilleur, qu'on est le plus fort, qu'on est celui qui arrache, comme on dit dans certains secteurs du travail. Et quand on n'y parvient pas, eh bien là, du coup, il y a une perte totale de l'image de soi et des effondrements. Cette critique de la comédie humaine du travail ne prend-elle pas une actualité particulière avec la loi Macron ? Si, je pense qu'il y a véritablement une illustration par la loi Macron de cette espèce de, je dirais, de mascarade que prend souvent le management moderne. C'est-à-dire que, en même temps qu'il y a ces changements organisationnels, il y a une offensive idéologique fabuleuse. Alors, ça passe par la stratégie du bonheur, si on veut dire, si on veut bien, que mènent les RH, mais ça passe aussi par une expropriation des salariés de leur entreprise. C'est-à-dire que maintenant, les seuls qui parlent au nom de l'entreprise, ce sont les managers. Alors, il y a un discours qu'on retrouve beaucoup dans les débats autour de la loi
Macron, qui est l'entreprise a besoin de liberté, l'entreprise a besoin de simplification, l'entreprise a besoin d'autonomie. Alors ça ne veut pas dire donnons de l'autonomie aux salariés, donnons plus de liberté professionnelle aux salariés, non, ça veut dire la liberté pour l'entreprise, pouvoir licencier plus facilement, ne pas être incommodé par l'inspection du travail ou la médecine du travail, réduire le droit du travail. Il y a une véritable mascarade. On veut libérer le travail. Donc une fois de plus, c'est pas les salariés, mais c'est travailler le dimanche devient possible et travailler plus de nuit aussi. Il y a véritablement une sorte d'appropriation du sens et d'appropriation de l'entreprise par le management qui parle au nom de l'entreprise. Et finalement, les salariés sont comme des intrus dans cette entreprise pour laquelle ils œuvrent et sans lesquels, effectivement, sans ces salariés, l'entreprise n'existerait pas.